et je vais partager l'écran pour montrer le petit PowerPoint pour commencer notre séance. Donc, je pense que vous voyez cela maintenant. Donc, c'est juste pour vous permettre d'avoir le titre d'aujourd'hui, Jean-Pierre Moisset, donc la laïcité, son évolution des origines à nos jours. Alors, tout d'abord, je voudrais présenter Jean-Pierre. Pour la plupart d'entre vous le connaissent, mais pas forcément. Il est donc professeur chez nous, à l'université, enfin chez nous, ce qui était chez moi, à l'université Bordeaux-Montaigne. C'est un historien contemporainiste et qui est particulièrement spécialisé dans l'étude de la laïcité. C'est un spécialiste de l'Église catholique. Alors, j'ai sorti tous tes livres que j'ai. Donc, ça, c'est un de ces magnifiques livres, Histoire du catholicisme, que tu m'as offert puisque tu l'as publié, je crois, dès que tu es arrivé à Bordeaux. Ensuite, j'ai aussi contribution, ça c'était les mélanges pour Marc Agostino, contribution à une histoire du catholicisme que tu as édité avec des collègues. Et puis j'ai d'autres livres, mais je n'ai pas réussi à les retrouver parce que je pense que je les ai prêtés. Mais j'ai celui-ci que vous allez peut-être voir. Alors, est-ce que si je fais partage d'écran, vous allez voir, oui, voilà, vous avez, vous le voyez le livre? Non, Non, vous ne voyez pas? non. Vous le voyez pas? Ah bon, c'est bizarre. Ah oui, pardon, partager, voilà. Vous le voyez, Les biens de ce Ah monde, oui, 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 oui. qui est en fait sur les finances de l'Église catholique au 19e siècle et dans le diocèse de Paris. Puis, c'est un livre que tu as actualisé lorsque tu as soutenu, enfin préparé ton HDR, puisque tu as écrit, c'était ton inédit d'HDR, l'État, l'argent et les cultes de 1958 à 1987, contribution donc à l'histoire de la laïcité française, qui est un livre tout à fait passionnant et dont tu pourras éventuellement nous dire quelques mots, mais ensuite. Voilà. Alors maintenant que je t'ai présenté, il faudrait que tu nous donnes le plan un petit peu de enfin, on peut donner le plan de ce dont nous allons parler, mais tu as tenu à parler de l'histoire de la laïcité, tout à fait ses débuts, quand est-ce que le terme apparaît, on va reposer des questions à ce moment-là, mais aussi tu as tenu à parler enfin, de la laïcité jusqu'à nos jours. C'est-à-dire pas simplement faire une histoire ancienne, mais véritablement essayer de comprendre comment ce fameux terme laïcité a pu opérer et continue d'opérer. Alors moi, j'avoue que laïcité et écologie, quand j'étais encore dans le master en tant qu'enseignante, c'était deux termes que je commençais à ne plus pouvoir entendre parce que c'était mis à toutes les sauces, un peu comme écologie d'ailleurs, hein. Voilà, avec pas tout à fait le même sens, mais voilà. Donc, ma première question, ça serait, depuis quand emploie-t-on le terme laïcité? Alors ça, c'est une question dont la réponse a récemment changé Oui, parce que la recherche historique progresse. Et elle est le fait d'ailleurs pas seulement d'historiens, elle est le fait aussi de spécialistes d'autres disciplines. Et en l'occurrence, il y a une chercheuse en langue française qui a décidé, il n'y a pas très longtemps, de faire une thèse sur l'histoire du mot laïcité. Elle s'appelle Véronica Thierry-Riboulot et elle a soutenu sa thèse en 2020. Et en faisant cette histoire d'un mot, eh bien, elle a repoussé un peu antérieurement à ce que l'on pensait. La première occurrence du mot laïcité, elle l'a retrouvée pour la première fois dans une délibération, dans un obscur texte, hein, une délibération du Conseil général du Var ah oui. en 1849, exactement. En 1849, et les conseillers généraux, ou tout du moins l'un des conseillers généraux, pardon, souhaitait, enfin réclamait la laïcité de l'enseignement. Voilà. Auparavant, on pensait que la première trace écrite, en tout cas c'était celle qu'on avait retrouvée, la première trace écrite du mot laïcité remontait à un article de 1871. Donc ça a fait gagner une vingtaine d'années en quelque sorte. Euh, et donc ça permet déjà de savoir que ce mot a une histoire assez longue finalement. Je précise quand même une deuxième chose,
c'est que ce mot entre dans les dictionnaires assez rapidement, puisqu'on le trouve dans le Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse en 1873, et puis dans le supplément du Littré en 1877. Donc, dans les années 1870, il entre dans les dictionnaires, et enfin, dans les dictionnaires en tout cas de deux grands républicains, parce que Pierre Larousse et Émile Littré appartiennent tous les deux au Parti républicain, donc la laïcité, c'est quelque chose qui leur convient tout à fait, et ils y sont résolument favorables, et bien sûr, comme ils sont favorables à la laïcité, ils sont d'autant plus enclins à enregistrer le néologisme. Hein, puisque, comme chacun sait, lorsqu'on n'aime pas trop un mot, ben, parce qu'il dérange politiquement, on n'a pas envie de l'employer. Eux avaient envie de l'employer. Et donc, leur dictionnaire, dès les années 1870, reprennent ce néologisme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que à chaque fois, pour tous ces usages anciens et premiers pour nous du mot laïcité, eh bien, le mot est toujours référé à l'enseignement. Et il est utilisé dans un syntagme, la laïcité de l'enseignement. Hein. Ah C'est oui? toujours comme ça qu'il est utilisé, ce qui fait qu'il n'est pas utilisé comme nous l'utilisons nous, c'est-à-dire plus comme un concept avec ce substantif tout seul, la laïcité. Au XIXe siècle, on parle plutôt de la laïcité de l'enseignement, et c'est pour donc soustraire l'enseignement à l'action du clergé et aux doctrines du clergé que ce néologisme est né, donc autour de 1849, et puis dans les décennies suivantes, il a été utilisé et est entré donc dans les dictionnaires un petit peu plus tard. Voilà, donc il a à peu près 170 ans d'existence. Ah oui. Et est-ce que tu as les définitions que Littré et Larousse donnaient? Je ne les ai pas en tête, Tu les as vus, tu mais les as vus, oui. les usages, en tous les cas, sont les suivants. Il s'agit en fait de faire en sorte que, en gros, de séparer l'enseignement et la religion. Hein, ce qui doit se traduire pour eux à la fois par le fait que le personnel enseignant ne doit pas être composé de frères ou de frères des écoles chrétiennes ou de sœurs des différentes congrégations, d'une part, et d'autre part, il s'agit de ne plus mettre de contenu religieux dans l'enseignement. D'accord, d'accord. D'accord, oui. Et alors, à partir de là, puisque le néologisme arrive donc finalement assez tôt, et peut-être d'ailleurs que d'autres découvertes le feront remonter encore plus loin, hein, ça c'est intéressant parce que Ouais, si c'est dans les archives du Var, ça a dû être aussi utilisé ailleurs, hein, oui. sans doute. Et alors, qu'est-ce que tu nommerais, toi, le moment fondateur de la laïcité? C'est-à-dire, quand est-ce que le concept arrive vraiment en France? Alors, pour un historien, c'est une question inévitable, mais difficile en même temps parce qu'en fait, il n'y a pas d'origine absolue en histoire. On peut toujours trouver la cause de la cause, hein, Mhm. et remonter toujours plus loin dans le temps, en arrière. Euh, alors, le moment fondateur, je dirais que c'est un moment enfin, je distinguerais deux moments, quoi. Il y a un moment avant le mot, c'est-à-dire où la chose commence à être construite mais elle n'est pas désignée par un mot. Et puis il y a le moment où le mot est utilisé. Alors je dirais que le premier moment qui précède donc le néologisme, c'est la Révolution française. Puisque avec la Révolution française, le pouvoir que représente une assemblée de députés, l'Assemblée constituante, puis l'Assemblée législative, ce pouvoir d'État, eh bien, défait un vieil héritage multiséculaire qu'on peut appeler, disons, la catholicité. C'est le mot qu'emploie notamment un chercheur aujourd'hui décédé qui s'appelait Émile Poulain. Mhm. Et il a employé ce mot pour désigner en fait un ordre social et politique catholique, hein, où la religion était surplombante, où elle informait toutes les activités, au sens où elle donnait forme à toutes les activités, l'enseignement bien entendu, mais aussi l'exercice du pouvoir politique, etc.
Euh, et donc, dès la Révolution, cet ordre social et politique catholique est renversé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, par l'émancipation des juifs et des protestants, par le fait que, prendre juste un exemple précis, le nouveau code pénal, celui de 1791, enfin le code pénal, parce qu'il n'y avait pas de code pénal auparavant, le code pénal cesse de réprimer le blasphème, l'hérésie, le maléfice, le sortilège, toutes ces incriminations religieuses disparaissent de la législation criminelle. Donc, tout le système, en fait, politico-religieux, hérité du passé, de la monarchie catholique, est ébranlé. Alors, on ne parle pas de laïcité, le mot n'existe pas, mais en tous les cas, l'ordre social et politique catholique est profondément ébranlé à ce moment-là. Ça, je dirais que c'est le premier moment, le moment initial, et il y a un deuxième moment où qui correspond au moment où le néologisme est utilisé, c'est-à-dire les années 1870, 1880, en particulier 90, jusqu'en 1905, jusqu'à la loi de séparation des églises et de l'État. Donc il y a un deuxième moment qui dure à peu près un quart de siècle, qui couvre les années 1880 à 1905. Et pendant ce deuxième moment où le néologisme est utilisé, eh bien là, il y a une politique, je dirais, qui va encore plus loin et qui laïcise l'enseignement, laïcise les cimetières, etc. Toutes les institutions publiques, en fait, perdent leur caractère religieux. Et par ailleurs, un certain nombre de normes collectives cessent de correspondre aux normes catholiques. Par exemple, le divorce Mhm. est réintroduit dans notre droit. Il avait déjà été introduit pendant la Révolution d'ailleurs, mais il avait été retiré et il est réintroduit en 1884. Voilà, donc il y a, je dirais, un premier moment avant le mot, c'est la Révolution française, et un deuxième moment euh, avec le néologisme, qui est la politique mise en place par les républicains, donc dans les années 1880, 90, 1905, Jules Ferry, Ferdinand Buisson, euh, Waldeck-Rousseau, Émile Combes, et puis Aristide Briand, par exemple, en sont des acteurs illustres. D'accord. Et alors, et politiquement, qui est au pouvoir à ce moment-là, pendant cette période de mise en place là, de la Alors, laïcité, ce dont tu viens de parler? oui, alors pendant cette période des années 1880, 1890 et début des années 1900, le pouvoir, disons, est exercé par des gens qui sont tous des républicains. Euh, c'est ce parti, en quelque sorte. Alors, quand on dit parti au 19e siècle, on ne veut pas dire parti politique au sens actuel du terme. Euh, Ça veut plutôt dire faction, quoi, hein. Des personnes qui se retrouvent sur un terrain d'entente politique, mais il n'y a pas de parti au sens moderne du terme. Donc, ce sont des républicains. Ils sont d'accord, au moins là-dessus, c'est que la forme des institutions doit être républicaine. Donc, il n'est plus question de revenir à l'empire ou à la monarchie. Donc, il faut une république. Et puis, ils sont d'accord aussi sur un autre point qui est précisément la nécessité de la laïcité. Voilà, ils sont républicains. Ils accèdent au pouvoir exactement en 1879. 1879, ça ne... Bon, je pense que c'est une date importante de l'histoire contemporaine de la France. Alors, ça ne correspond pas, c'est pour ça qu'elle n'est pas très connue, ça ne correspond pas à un changement de régime. Il n'y a pas de nouvelles institutions, il n'y a pas une constitution qui est adoptée. C'est juste un basculement de majorité. Et c'est le moment à partir duquel les républicains contrôlent les deux chambres, Mhm. Chambre des députés, ça ils la contrôlaient déjà depuis 1876, et puis Sénat, ça ils le contrôlent uniquement à partir du début de l'année 1879, et puis présidence de la République, puisqu'en 1879, Jules Grévy succède à MacMahon. MacMahon était un monarchiste, un catholique intransigeant,
Et à partir de 1879, il y a un président républicain qui s'appelle Jules Grévy. Et donc, les trois grandes instances de direction des affaires publiques, les deux chambres et la présidence de la République, sont toutes les trois contrôlées par les républicains. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont eux qui tiennent les leviers du pouvoir et ils les conservent voilà, dans la durée. La République s'enracine. Alors, ils ne sont pas tous du même avis, il y a différentes tendances, il y a des radicaux, il y a des républicains dits de gouvernement que certains appellent opportunistes. Donc, ils ne sont pas tous d'accord, en fait, sur les modalités de la politique républicaine qu'ils veulent, enfin, qu'ils désirent pour le pays. Mais ils ont au moins ces deux grandes choses en commun, l'attachement à la République et l'attachement à la laïcité. Et alors, est-ce qu'ils voient la laïcité tous de la même façon? S'ils sont radicaux ou c'est les Hmm. autres? Est-ce que c'est la même vision? Alors, ils sont tous d'accord sur la laïcité, Oui, mais effectivement, la façon dont enfin, la laïcité dont ils rêvent, la laïcité, le projet laïque n'est pas forcément le même. Il y a des différences et qui ne sont pas négligeables, en fait. C'est-à-dire que on a un peu tendance à voir je dirais, cette histoire à travers des expressions telles que la guerre des deux France, par exemple, qui est une oui, expression juste oui, tu entre les avais fait une partisans de la laïcité t'as fait et une les communication. adversaires. Voilà, c'est vrai, il y a les partisans et les adversaires, mais ça ne veut pas dire que les partisans sont tous d'accord, en fait. Et il y a des différences entre eux qui sont assez significatives. On peut distinguer, disons, trois tendances. Il y a une tendance qui est anti-religieuse, hein, qui considère que la liberté de conscience n'inclut pas la liberté de religion, parce que la religion est un fléau social, hein, euh, et il n'est pas illégitime d'employer des moyens publics tels que l'école, par exemple, pour enseigner donc ce qu'il faut pour faire reculer la croyance religieuse. Hein, par exemple, enseigner que Dieu n'existe pas, euh, enseigner l'athéisme au fond. Hein. Donc il y a des socialistes jacobins, disons, ils sont républicains, hein, mais ils sont jacobins dans la tradition jacobine, parfois socialistes, qui se rattachent à cette vision anti-religieuse et qui considèrent qu'il faut mener le combat contre la religion en tant que telle parce que c'est un fléau social. Il y en a d'autres qu'on peut qualifier, disons, d'autoritaires ou de gallicans, ou les deux, qui considèrent que, certes, on n'a pas à se prononcer, on n'a pas à se prononcer sur l'existence de Dieu, c'est pas la question. Donc, on n'a pas à prévoir une école, par exemple, qui serait contre Dieu, mais qui considèrent qu'il faut contrôler de très près l'Église catholique, parce que c'est une puissance sociale et qu'elle est dangereuse pour la République, en particulier dans le contexte de l'affaire Dreyfus, donc à partir des années 1800, surtout 1898, quand l'affaire éclate, vraiment. Et donc, il faut la tenir sous le contrôle étroit de l'État, sous la surveillance étroite de l'État. Et donc, la laïcité, selon ces gallicans, c'est une laïcité, en fait, de surveillance étroite de l'Église catholique. Et donc, il faut non pas séparer les églises et l'État, parce que ça rendrait l'Église libre, mais il faut au contraire donner à l'État des moyens de contrôle très, très stricts à l'encontre de l'Église, enfin, à l'endroit de l'Église, et à l'endroit en particulier des congrégations religieuses, qui sont pour eux l'espèce de laboratoire, en fait, des élites anti-républicaines, hein, de ceux qui sont formés euh, à ne pas à être hostiles à la République et à ses valeurs. Et puis, il y a une troisième tendance, c'est la tendance libérale, des républicains libéraux qui considèrent que la laïcité, eh bien,
ça suppose la liberté de conscience étendue pour tous. Et ces républicains-là euh, veulent permettre à l'Église d'être libre et ne veulent pas que l'école serve à enseigner, à disqualifier Dieu en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre. Et donc ces trois tendances, anti-religieuses, gallicanes et libérales, sont en lutte en quelque sorte pour imposer, pour faire prévaloir leur modèle de laïcité. On pourrait, euh, on pourrait choisir en quelque sorte trois hommes pour les représenter. La première tendance est incarnée par quelqu'un qui n'est pas forcément très connu parce que précisément il a été vaincu en quelque sorte. C'est Maurice Allard. La deuxième tendance, elle est incarnée par un homme qui est plus connu parce qu'il a été chef du gouvernement et il a fait prévaloir ses vues au moins pendant 2 ans et demi. C'est Émile Combes, le Charentais, euh, qui a été président du Conseil et donc chef du gouvernement du mois de juin 1902 au mois de janvier 1905 et qui a fait prévaloir ses vues notamment à l'encontre des congrégations. Et c'est pour ça que la législation contre les congrégations est très autoritaire, très gallicane, c'est-à-dire elle soumet les congrégations à un régime d'autorisation très strict. Hein, ce ne sont pas des associations traitées comme les autres. Il y a eu la loi de 1901 qui a été adoptée et qui permet le contrat d'association. Et on parle des congrégations dans cette loi, mais les dispositions spécifiques aux congrégations sont très restrictives. Donc elles sont à la merci du gouvernement, en fait. Et la troisième tendance, elle est incarnée, par exemple, par quelqu'un comme Aristide Briand, qui était le rapporteur du projet de loi en 1905, qui a donné lieu à la séparation des églises et de l'État au mois de décembre 1905. Voilà, et c'est donc finalement de ces trois tendances, la troisième qui a prévalu, même si, puisque la loi de séparation des églises et de l'État est libérale. Hein. Je rappelle l'article 1, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. C'est-à-dire que la loi commence par énoncer deux libertés fondamentales, la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. C'est donc cette tendance-là qui a prévalu, mais pas à 100%. S'agissant des congrégations, Aristide Briand ne met pas fin aux dispositions anticongréganistes héritées d'Émile Combes. Et donc, s'agissant des congrégations, le droit est quand même très gallican, très autoritaire pendant plusieurs décennies. Est-ce que tu peux expliquer le terme gallican? Parce que tout le monde ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Oui, en fait, c'est un vieux terme hein, qui a d'ailleurs plusieurs sens, hein, mais moi, je l'emploie ici dans un sens politique, parce qu'il a aussi un sens ecclésiologique. Alors là, on changerait un peu de sujet. Moi, je l'emploie dans un sens politique pour désigner en fait la vieille tradition monarchique qui consiste pour le pouvoir d'État à contrôler étroitement l'Église catholique parce que c'est une puissance sociale et qu'on ne peut pas la laisser libre de ses mouvements sans contrôler un certain nombre de choses. Par exemple, la monarchie française, depuis très longtemps, hein, contrôlait, depuis au moins François Ier et le Concordat de Bologne, contrôlait la nomination des évêques, le choix des évêques. Voilà, donc ça c'est une vieille tradition en fait de contrôle de l'État sur l'Église. D'accord. Et alors, parmi les catholiques, donc l'autre côté de l'autre branche en France, quelle était leur vision, eux, de la laïcité? Ah, Est-ce qu'il y en avait qui étaient favorables à ce ça que c'est les républicains entendaient par laïcité, ou est-ce qu'ils étaient tous farouchement opposés à la perte de pouvoir de leur Église? oui, ça c'est une vraie question importante et elle aussi un peu difficile. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que quand on parle des catholiques, je dirais à cette époque-là, c'est-à-dire, moi je parle là essentiellement des années 1880-1905. Hein, c'est le moment vraiment fondamental, le moment où est laïcisée l'école publique, le moment où sont laïcisés les cimetières, le moment où la séparation des églises et de l'État est adoptée. À ce moment-là, les catholiques sont 98% de la population.
Hein, on peut le savoir. Aujourd'hui, on ne peut plus trop savoir ce genre de choses parce qu'il n'y a plus de statistiques officielles enregistrant la filiation religieuse des citoyens. La dernière fois que ça a été fait, c'était pour le recensement de 1872. Il y avait une rubrique portant sur la religion. Et donc 98% des Français interrogés par l'agent recenseur, qui allait toquer à la porte des maisons, ont déclaré en 1872 qu'ils étaient catholiques. Voilà, donc est-ce que les catholiques étaient pour la laïcité ou contre la laïcité? Déjà, ça veut quasiment dire est-ce que les Français étaient pour la laïcité ou contre la laïcité? Alors, on peut pas, il n'y avait pas de sondage à l'époque, donc on peut pas répondre très fermement à la question. On est obligé de se contenter d'approximations. Et je pense que le meilleur moyen de s'approcher de la réalité, c'est de regarder en fait le résultat des élections, puisque les Français votaient, les Français de sexe masculin votaient, euh, et il se trouve que la laïcité n'était pas un article secondaire du combat politique, c'était vraiment central. C'était très clivant à l'époque. Hein. Or, il se trouve que d'élection législative en élection législative, eh bien, les partisans de la laïcité, donc les républicains, sous différentes formes, différentes formations, euh, sont sortis victorieux des élections. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y a eu encore des élections législatives en 1914, avant la guerre, et ils sont toujours sortis victorieux. Ce qui veut dire que les partisans de la laïcité, ceux qui ont mis en œuvre la laïcité, n'ont jamais été désavoués par les électeurs. Jamais. Jusqu'à la Première Guerre mondiale. Or, comme la laïcité n'était pas un sujet secondaire, mais central, euh, c'est pas le seul, hein, mais ça fait partie des sujets très clivants à l'époque, bah, on peut en déduire que, grosso modo, mais c'est vraiment très approximatif, mais je ne peux pas faire mieux, je n'ai pas de sondage sous la main, grosso modo, la moitié des catholiques étaient favorables à la laïcité, puisqu'il y avait au moins la moitié des électeurs qui se prononçaient pour les candidats favorables à la laïcité. Hein. Donc, on peut dire qu'à peu près la moitié d'entre eux, approximativement, hein, c'est très très grossier ce que je dis, hein, mais qu'à peu près la moitié des catholiques étaient favorables à la laïcité. Sinon, jamais elle n'aurait pu être poursuivie comme politique de législature en législature. Or, c'est bien ce qui s'est produit. Alors, disons, pour répondre, qu'il y avait en gros deux moitiés de catholiques approximativement. Il y avait ceux qui suivaient les consignes du clergé, qui étaient hostiles à la laïcité. On peut les appeler les catholiques intransigeants, ceux qui ne voulaient pas transiger avec la doctrine catholique, qui était anti-laïque, fermement anti-laïque. Et puis, il y avait en face d'eux des catholiques qu'on peut appeler républicains, dans la mesure où leur culture politique était la culture républicaine. Ce qui prévalait chez eux, c'était cette culture républicaine, cette culture démocratique. Et donc ces catholiques-là, tout en étant catholiques, hein, ne cessaient pas d'être catholiques, euh, n'obéissaient pas, disons, aux consignes politiques du clergé, n'en faisaient qu'à leur tête, demandaient au clergé les sacrements, la messe du dimanche, sans forcément y aller d'ailleurs, mais voilà, il fallait que le culte ait lieu, il fallait qu'ils puissent se marier à l'église et faire baptiser leurs enfants, leur donner une instruction religieuse. Mais pour ce qui était des choix politiques, eh bien, ils se soustrayaient à l'action du clergé. Voilà, donc les catholiques étaient partagés, étaient divisés, ils ne formaient pas un bloc. L'Église catholique comme institution était anti-laïque, le clergé était anti-laïque, beaucoup de catholiques suivaient ces consignes électorales, mais pas la majorité. Pas la majorité. Beaucoup étaient des catholiques républicains. Jules Ferry le savait bien d'ailleurs, Émile Littré aussi. Émile Littré parlait d'eux en les appelant les catholiques selon le suffrage universel.
Ah Et Jules, oui, voilà. Et Jules Ferry parlait des catholiques du suffrage universel. Donc, il savait très bien qu'il pouvait s'appuyer sur eux, euh, même si, bon, il s'appuyait plus encore sur les protestants qui, eux, étaient farouchement laïcs. oui, mais les protestants représentaient un infime pourcentage. Oui, à peu près 1,5% de la population. 1,5%, oui. À peu près, donc c'était vraiment pas grand-chose, hein. Ben, C'était, c'est à peu près pareil maintenant, hein. oui, 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 c'est à peu près pareil. Alors, c'est vrai que ils étaient très peu nombreux, mais Très influent, oui. très influents parce que justement, les républicains se sont beaucoup appuyés sur eux. Jules Ferry, par exemple, disait des protestants que c'était une puissance amie, amie des républicains, et lui-même d'ailleurs s'est marié à une protestante. D'accord. Eugénie Rislier, mais une protestante qui, comme lui, lui, il était catholique de baptême, hein. Elle était protestante de baptême, mais tous les deux, l'un et l'autre, sont devenus en fait athées, hein. Ils ont, comme beaucoup de républicains d'ailleurs, hein, de cette génération, ils ont rompu toute espèce d'attache avec leur église de socialisation, quoi, et de baptême, hein. Et eux-mêmes étaient des non-croyants comme Gambetta, comme beaucoup finalement. Ah, d'accord. Et alors, justement, puisqu'on a à chaque fois des clivages, hein, dans tous les groupes, est-ce qu'on peut dire que la laïcité a eu un rôle dans ce qu'on appelle l'opposition droite-gauche en France, dans la construction de cette opposition typiquement française entre la gauche et la droite? Et je suppose qu'à l'époque, ça ne voulait pas tout à fait dire la même chose que maintenant. Oui, oui. Alors, le clivage droite-gauche est très ancien. Il remonte, disons, à la Révolution française et à l'année 1789, qui décidément était fondatrice pour beaucoup de choses. Alors, à l'époque, la question du clivage droite-gauche, enfin, l'origine historique de ce clivage n'a rien à voir, hein. C'est la question du veto royal. Est-ce que le roi, Louis XVI, peut s'opposer aux décisions de l'Assemblée constituante, mettre son veto? Donc, c'est une question liée à l'exercice du pouvoir, mais au contre-pouvoir. Mais, comme tu l'as dit, ce clivage droite-gauche lui-même, il est mouvant constamment, hein. Il ne faut pas l'essentialiser. Il se recompose au gré des défis politiques et des positionnements changeants des uns et des autres. Il y a quand même comment dire, pas des constantes, mais disons des formes de régularité, quoi, dans ce clivage. Et l'une d'entre elles, historiquement, même si ça a changé récemment, c'était justement que la disposition à vouloir la laïcité était caractéristique de la gauche, hein. C'est la gauche qui a pris en charge le combat politique pour l'établissement de la laïcité euh, au XIXe siècle, hein, dans la longue durée du XIXe siècle. Et alors dans ses différentes composantes, hein, principalement républicaines, mais aussi socialistes. Par exemple, l'un des artisans, l'une des personnalités qui a compté en 1905 lors de l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État, c'est le socialiste Jean Jaurès, hein. Donc on voit bien là un homme de gauche qui, alors certes, a d'autres priorités, essentiellement le partage de la richesse et la question de la propriété des moyens de production, mais qui s'intéresse aussi quand même à ce genre de sujet et qui soutient clairement le combat laïque, même si ce combat est plutôt pris en charge en fait par des personnes qui ne sont pas socialistes, mais qui sont de gauche, qui sont des républicains, quoi, des républicains ou des républicains radicaux pour certains d'entre eux. Mais oui, les différentes composantes de la gauche se rejoignent en fait pour soutenir ce combat et se retrouvent aussi d'ailleurs dans des sociétés de pensée telles que la franc-maçonnerie ou plutôt là ici la libre pensée. La libre pensée où se retrouvent à la fois des républicains et puis aussi des socialistes,
hein, et il partage, disons, ses idées laïques, sans forcément accorder à cette laïcité la même importance. Mais en tous les cas, oui, la gauche se retrouve dans ce combat, et inversement, la droite se positionne contre. Hein. C'est-à-dire que là, on voit bien jouer le clivage droite-gauche dans les débats sur l'école ou sur la séparation des églises et de l'État. On voit nettement enfin, jouer ce clivage droite-gauche. Et donc, historiquement, la laïcité a été portée, si je puis dire, sur les fonds baptismaux, l'expression n'est pas forcément heureuse dans ce cas-là, par la gauche. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les conditions du passage de la loi 1905? Comment ça s'est déroulé? Alors, ça a été très long, hein. La loi de 1905, c'est une loi qui est le fruit d'un long travail parlementaire. Elle est débattue du mois de mars au mois de décembre, hein, donc ça occupe à peu près 9 mois dans l'année. Et puis il y avait déjà eu préalablement un travail qui avait été fait. Il y avait aussi un contre-projet qui a été porté par Émile Combes. Émile Combes était lui-même porteur d'un contre-projet, mais un projet donc gallican, autoritaire, Oui, de contrôle, donc euh, qui n'a pas été suivi des faits. Et c'est le projet porté par Aristide Briand qui, lui, a été finalement adopté. Donc c'est un long combat de l'année 1905 qui a été aussi, enfin, qui correspond à une vieille idée, hein, en fait, une vieille idée républicaine. On pourrait en avoir une trace, on en a une trace très nette, par exemple, en 1869. Vous voyez, ça nous remonte quand même pas mal d'années, de décennies en arrière. On est à la fin du Second Empire, sous Napoléon III. Et alors, il y a des élections sous le Second Empire, mais ce sont des élections qui ne sont pas satisfaisantes d'un point de vue démocratique, hein, puisque c'est un régime autoritaire, mais elles ont le mérite d'exister. Et dans un quartier populaire ouvrier de Paris, à Belleville, dans le nord-est, le comité électoral a rédigé un programme qu'on appelle le programme de Belleville, auquel le candidat Gambetta a souscrit. Et dans ce programme, il est question de laïcité de l'enseignement et enfin d'enseignement laïque, exactement, c'est ça la formule, enseignement laïque, suppression du budget des cultes et séparation des églises et de l'État. Donc tout ça est présent déjà dans le programme de Belleville de Léon Gambetta en 1869. Ce qui veut dire d'ailleurs que les républicains, comme ils ont le pouvoir 10 ans plus tard, en 1879, auraient pu procéder à la séparation des églises et de l'État bien plus tôt, oui. dès les années 1880. Mais ils ne l'ont pas fait. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est précisément parce que beaucoup d'entre eux craignaient de rendre l'Église libre. Parce qu'ils se disaient, si l'Église est libre, si on supprime tous les outils de contrôle hérités de Napoléon, hein, par exemple la nomination des évêques, eh bien, on libérera une puissance sociale anti-républicaine et donc on fragilisera la République. Et donc ce projet républicain eh bien, est remis au calendes en quelque sorte. Et finalement, il intervient assez tardivement en 1905. Ça fait déjà 25 ans qu'il aurait pu être voté, en fait, hein. Il y avait en tout cas possiblement une majorité, mais peut-être pas en fait. En fait, s'il n'a pas été voté, justement, c'est que sans doute il n'y avait pas suffisamment de voix républicaines pour le soutenir. Mais c'est un vieux projet républicain. On pourrait ajouter aussi que la Commune de Paris, en 1871, a voté, bon, c'est très éphémère et très local, c'était au mois d'avril 1871, la Commune de Paris a procédé à la séparation de l'Église et de l'État. D'accord. Mais est-ce que l'Église était vraiment aussi forte que cela pour menacer véritablement l'État? Hum. Pour menacer la République La plutôt, République, oui. ouais, pour menacer la République. Je crois qu'il faut, oui, oui, il y avait en tous les cas une vraie, c'était un véritable pouvoir politique, ça c'est sûr, hein, notamment un pouvoir en matière de formation de la jeunesse. Hein, une bonne partie de la jeunesse
de ce qu'on appellerait aujourd'hui les grandes écoles, qu'on appelait plutôt les écoles du gouvernement à l'époque, au XIXe siècle, étaient formées dans des institutions catholiques, et en particulier pour l'armée, hein, des écoles comme Naval, comme Saint-Cyr, étaient peuplées d'anciens élèves des collèges catholiques, et beaucoup de républicains pensaient que, en particulier au moment de l'affaire Dreyfus, il y avait une espèce d'État dans l'État. Alors, est-ce qu'il était un peu paranoïaque? Je pense pas. Je pense qu'il y avait un, un vrai danger pour la République, hein. Et d'ailleurs, finalement, la République, en 1940, elle a cessé d'exister et lorsque le maréchal Pétain a pu se faire octroyer les pleins pouvoirs pour réformer les institutions. Donc, il y avait vraiment une menace. Il y a un courant anti-républicain. Il y a un courant anti-républicain. Ça, c'est très intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi les Américains, dès le début, ont absolument séparé les deux entités, puisqu'ils ne voulaient surtout pas revivre ce qui avait pu se passer en Europe et notamment en France, hein. Oui, oui, ça, c'est très intéressant. Alors justement, tu parles de Pétain. Est-ce que tu pourrais très rapidement nous parler des évolutions entre le début du XXe et puis je suppose que pendant la guerre, il ne s'est pas, enfin, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution du côté de la laïcité, mais jusqu'au régime de Vichy, justement, dont tu viens de parler. Alors, il se passe quand même un certain nombre de choses. Je dirais que la chose qui a le plus agi, sans doute, c'est la Première Guerre mondiale. A priori, ça n'a aucun rapport avec la laïcité, mais ça a des conséquences, en fait. C'est-à-dire que la priorité, bien évidemment, dans cette épreuve terrible, ça a été l'unité des Français, ce que le président Raymond Poincaré a appelé l'union sacrée. Et donc, à partir de ce moment-là, les tensions, les oppositions ont beaucoup diminué. Et donc, euh, d'abord, par exemple, le gouvernement a fermé les yeux sur le retour de membres de congrégations qui étaient partis en exil à la suite des lois d'Émile Combes. Hein, il y a un certain nombre de congréganistes, même beaucoup d'ailleurs, hein, qui sont rentrés. D'ailleurs, il y a même eu une circulaire du gouvernement, d'un ministre, pour inviter les membres des congrégations à rentrer en France, hein. Et ils ont servi d'ailleurs euh, d'aumôniers, de brancardiers auprès des soldats pendant la guerre, hein. Et puis toutes ces religieuses aussi, beaucoup de religieuses ont joué un rôle dans le soin apporté aux blessés, voilà. Donc ça, je dirais que c'est un moment politique important qui diminue les tensions et qui voilà, fait baisser l'hostilité entre la France républicaine et la France catholique intransigeante. D'ailleurs, on en a une illustration juste après la guerre, lorsque se pose la question de la réintégration de l'Alsace et de la Moselle. Hein, il y a trois départements du Nord-Est qui n'étaient plus français depuis le traité de Francfort en 1871 et qui, avec le traité de Versailles en 1919, redeviennent français, après 50 ans dans l'Empire, dans le Reich. Et il se trouve qu'ils étaient absents de la France pendant la séquence, justement, de laïcisation. Ça correspond exactement à ce moment-là. Et donc la question se pose de l'application ou non des lois laïques à ce territoire. Et finalement, pour différentes raisons politiques, et notamment parce que les élus locaux y étaient opposés, les Alsaciens et les Mosellans, et puis parce que aussi, bon, ben, le loyalisme de ces Français de retour en France était pas forcément considéré comme acquis, hein. Ils avaient quand même passé 50 ans à être allemands. Donc il y avait quelques doutes chez certains républicains concernant cette population. Ben, finalement, les lois laïques ne sont pas transposées à l'Alsace et à la Moselle. Donc ça dit bien quand même que le climat a changé. Euh, donc en fait, il y a là une exception géographique et juridique qui montre que l'époque a changé quoi, après la Première Guerre mondiale. Alors je dirais que la Deuxième Guerre mondiale ne change pas beaucoup de choses, mais change quand même un certain nombre
de petites choses. En fait, le régime de Vichy s'appuie beaucoup sur les catholiques intransigeants, disons, sur le clergé, sur les évêques, et cherche à être aussi près que possible du clergé, et se montre, je dirais, bienveillant envers l'Église catholique. Par exemple, il rétablit le protocole concordataire. Et donc, on voit des préfets assister de nouveau au sacre de l'évêque ou assister à l'intronisation de l'évêque. Mais c'est symbolique, mais ça dit quelque chose. Et ce qui, en revanche, n'est pas symbolique, mais est sonnant et trébuchant, c'est le fait que le régime accorde des subventions à l'école catholique. Hein, ça, c'est un changement que la République n'avait jamais auparavant accordé de l'argent aux écoles catholiques. Et donc, à partir de 1941, les écoles catholiques reçoivent beaucoup d'argent, hein, de la part du régime, de la part des communes. Voilà. Euh, un changement significatif. Au- mais enfin, et puis le régime de Vichy, c'est quand même aussi autre chose qu'on pourrait dire. Le régime de Vichy supprime les dispositions les plus hostiles aux congrégations religieuses. Hein. Cet héritage d'Émile Combes des années 1902, 1903, 1904, anticongréganiste, cet héritage-là, qui était, je dirais, cette espèce d'îlot de non-libéralisme dans une laïcité libérale, cet îlot de non-libéralisme est révoqué. Je donne juste un exemple. Il y avait une loi d'Émile Combes en 1904 qui interdisait tout enseignement à tout membre d'une congrégation religieuse. Dès lors qu'on était dans une congrégation, qu'on soit homme ou femme, on ne pouvait pas enseigner. C'était interdit, quel que soit le type d'enseignement, même dans une école privée, quoi. Ce qui d'ailleurs était très problématique du point de vue même de la culture républicaine, de la culture juridique des républicains, puisqu'en fait, ça introduisait une discrimination dans notre droit. Ça privait une catégorie de citoyens d'une liberté, la liberté d'enseignement. Eh bien, cette disposition héritée d'Émile Combes est effacée par Vichy dès 1940. Voilà, donc il y a des rééquilibrages qui sont faits, qui sont favorables à l'Église catholique et qui sont même aux yeux évidemment des républicains tout à fait regrettables. Mais enfin, le régime de Vichy ne supprime pas la laïcité de l'enseignement public et ne supprime pas euh, la loi de séparation des églises et de l'État. Hein. Donc finalement, par son abstention sur les sujets principaux, on peut dire que le régime de Vichy, bien qu'il ait été proche du clergé, euh, valide au fond, malgré lui en quelque sorte, cet héritage laïque, qu'il n'aime pas beaucoup, mais avec lequel il doit composer, sans doute par souci de ne pas être impopulaire. Ouais. Et alors, après le Vichy et Pétain, quel grand bond tu vois dans l'évolution de la laïcité? Je pense qu'il doit falloir arriver à De Gaulle, peut-être. Oui, alors De Gaulle. Alors De Gaulle, donc à partir de 1958 et surtout 1959, De Gaulle, lui aussi, pèse sur la recomposition de la laïcité. Je dirais que c'est le principal personnage de la deuxième moitié du XXe siècle sur le plan de l'évolution de la laïcité, parce que il a introduit une nouveauté absolument fondamentale avec son premier ministre, Michel Debré. Et cette nouveauté fondamentale, ce sont, c'est la mise à la disposition des, des chefs d'établissement scolaires catholiques de contrats. Des contrats, alors il y a deux sortes de contrats, contrat simple ou contrat d'association, je n'entre pas dans les détails, mais ces contrats, si le chef d'établissement accepte de les signer, eh bien, déclenche la prise en charge financière de tous les professeurs de l'établissement, enfin des professeurs de l'établissement des classes sous contrat, par l'État.
Hein. Et ça, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour les chefs d'établissement qui avaient un mal fou à boucler leur budget. Les professeurs de l'enseignement privé étaient sous-payés par rapport à leurs homologues du public. Et ces contrats permettent de sauver les établissements scolaires catholiques, surtout les petits, pas les gros, hein, les gros établissements de centre-ville, ceux-là s'en sortaient très bien, mais toute la multitude, en particulier des petites écoles de campagne, des petits collèges de campagne, désormais ont un personnel qui est rétribué par l'État. Et si c'est un contrat d'association qui est signé, les frais de fonctionnement eux-mêmes sont pris en charge par l'État. Voilà. Je précise, j'aurais peut-être dû le faire, mais je le fais maintenant, je corrige. En fait, les subventions du régime de Vichy ont été supprimées à la Libération, donc ça n'a pas duré. Hein, c'est pour ça que les problèmes financiers hérités des années 1920-1930, momentanément en quelque sorte mis entre parenthèses sous Vichy, sont réapparus dès 1945 puisqu'il n'y avait plus de subventions publiques. Hein. Et donc, beaucoup de chefs d'établissement étaient un peu aux abois pour boucler leur budget. Et beaucoup de professeurs de l'enseignement privé étaient furieux d'être mal payés. Et certains le faisaient en fait par dévouement envers l'Église. Hein. Euh, et, euh, et donc, cette possibilité nouvelle offerte par le général de Gaulle est tout à fait fondamentale. Ah, on ne t'entend pas, Bernadette. Voilà. Je suppose que c'était déjà comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en contrepartie de cette aide financière, les écoles devaient respecter le programme national. Ou est-ce que c'était différent? Oui, oui, tu as raison. Oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, ce dont rêvaient les chefs d'établissement et les autorités catholiques, c'était évidemment un chèque en blanc. Oui, Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le texte, en réalité, est un compromis. Hein. C'est-à-dire que l'État donne de l'argent, mais il y a des contreparties. Il faut se soumettre à un contrôle financier, à un contrôle pédagogique. voilà, Donc, oui. ce sont les normes de l'enseignement public, en fait, qui vont, et, oui, du service public, qui vont rentrer dans l'enseignement catholique. Hein. Et c'est Oui, pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait des chefs d'établissement qui étaient très réticents. Hein. Et finalement, l'immense majorité des chefs d'établissement a choisi de signer les contrats, enfin, de demander un contrat. euh, mais beaucoup étaient réticents. Hein. Il y a eu de vraies réticences parce que eh ben, ce financement public signifiait aussi une diminution de la liberté pour les chefs d'établissement. oui. Et c'était pour toutes, enfin, il y avait aussi des écoles protestantes, des écoles juives qui pouvaient entrer en relation avec, enfin, en contrat, qui pouvaient également signer des contrats. Oui, oui, c'était proposé à tous les établissements privés. Simplement, la différence, c'est que les protestants et les juifs, qui disposaient autrefois, au XIXe siècle, d'écoles propres, eh bien, avaient joué le jeu des écoles publiques et de la laïcité de l'enseignement. C'est-à-dire qu'ils avaient conservé très très peu d'écoles, même vraiment une poignée, hein, à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, étant donné qu'ils étaient tout à fait favorables à la laïcité de l'enseignement. Donc des écoles juives et des écoles protestantes, bien sûr qu'il y en avait, mais très très peu. Enfin, on pourrait presque dire qu'on devait les compter sur les doigts des deux mains, quoi, hein, tellement il y en avait peu. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup parce qu'il y a eu une multiplication des écoles, notamment des écoles juives, ces dernières décennies, depuis une vingtaine d'années, pour des raisons d'ailleurs qui n'ont rien à voir, qui sont essentiellement liées à la sécurité des élèves juifs, hein, qui était problématique dans certains quartiers. Mais disons au XXe siècle, il y a très très peu, vraiment très peu d'écoles juives et très peu d'écoles protestantes. Ah, d'accord, d'accord. Et alors maintenant, parce qu'on approche un petit peu là du terme de notre entretien, mais je suis sûre qu'il y aura plein de questions ensuite, mais est-ce que tu peux nous parler de la laïcité depuis 2020, Depuis c'est-à-dire 2020, de nos jours, enfin, de nos de jours, nos jours, de de nos nos jours. jours. Oui, le mot, voilà, que signifie le mot dans l'esprit de la plupart des gens? Comment est-ce que la laïcité s'applique, etc., etc.
Quelles sont les évolutions que tu vois? Alors, il y a une évolution extrêmement importante, dont témoigne d'ailleurs un chassé-croisé idéologique tout à fait notable, c'est-à-dire que la laïcité a été, comme je l'ai dit, portée par la gauche, historiquement, et depuis une vingtaine, une trentaine d'années, depuis la fin du XXe siècle, mais surtout au XXIe siècle, la laïcité est revendiquée par la droite et par l'extrême droite même, alors que ces forces politiques, historiquement, étaient hostiles à la laïcité, et même farouchement hostiles à la laïcité dans le cas de l'extrême droite. La droite s'y est ralliée tardivement et un peu du bout des lèvres, surtout à partir du moment où, avec le général de Gaulle, enfin, disons, des dispositions telles que celles que j'ai exposées, la loi de Debré, ont rendu le cadre laïque finalement assez favorable à l'Église catholique. Mais enfin, initialement, elle y était hostile. Et depuis donc une vingtaine d'années, on voit que ces forces politiques se prévalent de la laïcité et même insistent beaucoup sur cette question-là. Et si c'est le cas, c'est parce que la chose, en quelque sorte, a changé. C'est-à-dire que derrière le mot laïcité, on n'entend plus tout à fait la même chose aujourd'hui. En fait, depuis une vingtaine d'années, la laïcité a été mobilisée. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est omniprésente. Tu parlais du mot écologie pour commencer et du mot laïcité qui nous reviennent sans cesse dans les oreilles. C'est que la laïcité a été beaucoup mobilisée, beaucoup plus utilisée, moi personnellement je dirais même beaucoup instrumentalisée, pour en fait légitimer des dispositions qui visent les musulmans et qui ont pour but de rendre leur visibilité sociale moindre, et si possible, qui ont pour but même d'invisibiliser autant que possible l'islam et les musulmans. Donc ça veut dire que la laïcité a changé de sens. En fait, elle a été fabriquée historiquement pour mettre fin à une domination religieuse, la domination exercée par l'Église catholique, en particulier à l'école. Euh, Donc, elle avait une finalité émancipatrice et égalitaire. Et depuis une vingtaine d'années, la situation a profondément changé. C'est-à-dire que, elle n'est plus mobilisée comme catégorie émancipatrice visant à donner des libertés aux citoyens, mais plutôt comme catégorie servant à imposer des restrictions, par exemple des restrictions vestimentaires aux musulmans et aux musulmanes de France. Donc, c'est le même mot, mais pour le coup, c'est plus tout à fait la même chose. Comme ça arrive d'ailleurs souvent en histoire, hein. C'est pas la première fois qu'il y a un chassé-croisé idéologique de ce genre. Il y a un certain nombre de valeurs comme ça ou de notions ont connu des espèces de revirements politiques, ou en tout cas ont été mobilisés par des forces historiques différentes. Mais oui, il y a un changement profond, il y a un changement profond. Que l'extrême droite aujourd'hui prétende défendre la laïcité euh, signifie que le sens de la chose a profondément changé, hein. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de promouvoir l'égalité entre les citoyens, mais il s'agit en fait eh bien, je dirais, d'invisibiliser socialement une population dont la présence n'est pas jugée légitime ou dont la présence dérange, la population musulmane. Mais est-ce que quand on parle, tu sais, aux gens qui ne sont pas particulièrement d'extrême droite ou de gauche, il y a quelque chose qui les gêne, enfin moi j'ai pu entendre ça de la part de pas mal de gens, c'est que à force d'avoir voulu dominer l'Église catholique, le catholicisme est devenu une religion complètement intérieure, privée. Et donc, dès lors que les musulmans sont arrivés et ont montré leur religion, soit par un habillement particulier, soit par les fameuses prières de rue dans certains coins, etc., cela a choqué les gens, sans qu'ils soient particulièrement d'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi ce phénomène-là qui a fait que
beaucoup de gens ont soutenu en fait cette espèce de politique qui était de restriction de cette expression publique très visible d'une religion. Enfin, moi qui travaille sur les religions minoritaires, comme tu sais, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on restreint sans arrêt également leurs écoles, leur façon de fonctionner, etc., etc. Donc, c'est pas, à mon avis, simplement contre les musulmans qu'on pourrait, que les gens semblent se dresser, mais contre le fait qu'une religion devienne trop visible, puisqu'on a cherché à rendre le catholicisme, enfin, à l'intérioriser tellement qu'on ne le voit plus. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis pas d'accord. Je pense Non. d'abord que je pense que l'intériorisation du catholicisme, elle est le fait des catholiques, hein. Elle est tout simplement le fait que le catholicisme s'est effondré, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas catholiques en France. Le catholicisme, ça regroupe déjà à peu près, dans les dernières études, c'était de l'ordre de 45% de la population, hein. Donc il y a eu un véritable effondrement et c'est encore plus vrai chez les jeunes. Et puis le catholicisme intérieur, bon, bah, ça, c'est pas l'État qui l'exige, hein. De toute façon, il n'y a pas de vêtements catholiques véritablement qui permettent d'identifier un catholique dans la rue. Donc, je crois que ça, c'est différent. Quant aux musulmans, moi, je pense qu'il y a une véritable volonté d'invisibiliser l'islam. C'est-à-dire que, il y a tellement d'indices concordants, hein, qui montrent que cette religion, en fait, est considérée comme une intruse en France et par la majorité de la population il y a un désir en fait de rendre cette religion invisible. On pourrait prendre d'autres exemples, hein. Par exemple, il y a régulièrement en France des mobilisations contre les constructions de mosquées, Oui, oui, oui. hein. Or, là, il ne s'agit pas du tout de laïcité, puisque c'est parfaitement conforme à notre droit, y compris notre droit laïque, de construire une mosquée. Pourquoi est-ce que les gens se mobilisent contre une construction de mosquée? Je veux dire, s'ils n'avaient rien contre l'islam, ils ne se mobiliseraient pas contre. À Bordeaux, par exemple, il y avait une mosquée qui devait être construite sur la rive droite, il y a eu une mobilisation contre. Ouais. Alors, Donc, je t'apprends que la mosquée qu'il y a maintenant à la Bastide est en train d'être agrandie. J'ai vu ça aujourd'hui dans le journal. Grâce, alors ça c'est intéressant, tu pourras peut-être développer aussi, grâce aux dons des fidèles. C'est-à-dire que c'est Mahmoud Doua, que tu connais peut-être, hein, oui, oui, de ce nom, qui explique, c'était dans le journal aujourd'hui, que justement ce ne sont pas des fonds qui arrivent de l'État, mais bien des dons des fidèles. Et donc, il agrandit la mosquée qui a cours Victor Hugo, mais cours Victor Hugo, la Bastide. De l'autre d'accord. côté, hein, de l'autre Oui, côté. je ne la connais pas. Oui, oui, voilà. Donc, ça, c'était très intéressant. J'ai vu ça aujourd'hui, justement. Alors, je ne sais plus si toi, tu as terminé, mais je pense que je vais peut-être demander à tous les amis qui nous écoutent s'ils ont des questions à poser. En tout cas, merci infiniment, Jean-Pierre. Tu es toujours aussi clair. C'est un vrai plaisir de t'écouter. Alors, est-ce qu'il y a des amis qui veulent parler, qui veulent poser des questions? Alors, dans ce cas, je vois Julien Juste, voilà, qui est un de tes étudiants. Ah non, il y avait votre main pour poser une question. Vous pouvez, vous savez, vous appuyez sur le petit bouton qui dit réaction, mais je vois que Julien Juste avait levé la main, mais vous voulez plus poser de questions, Julien? Il a dit, Julien, oui? Ah, mettez votre micro. Ah, vous avez mis le micro, mais il ne marche pas. Euh, alors, éteignez et remettez-le parce que je vois qu'il est ouvert, mais on ne vous entend pas. Il faudrait peut-être mettre des écouteurs, non? Alors, posez votre question par écrit. Vous faites discuter et vous posez votre question par écrit. Donc, on devrait comme ça voir. Alors, sinon, il y a Dominique Driot qui pose une question. Vas-y, Dominique. Oui, alors j'aurais deux questions et je voudrais dire quelque chose aussi sur le financement des écoles privées, enfin religieuses, là. Alors, les questions, c'est quand la papauté a-t-elle accepté la laïcité? Ma seconde question, c'est quel est le statut actuel des congrégations, puisque j'ai lu quelque part que
il y avait des congrégations bouddhistes, par exemple, qui ont été autorisées. Alors, sur le financement du privé, je veux juste dire que j'ai été directeur d'institutions pour personnes handicapées, et dans les institutions pour jeunes, nous avions une école ouverte sous l'égide de l'Éducation nationale, qui était soit publique avec des instituteurs publics, soit privée avec des instituteurs privés. Et quand l'école était privée, j'étais, ayant le bac, j'étais directeur d'école. Et lorsqu'un instituteur était absent, l'Académie m'avait expliqué qu'en tant qu'école privée, je choisissais quelqu'un ayant le bac et le financement de l'éducation nationale suivait obligatoirement. Alors que dans les écoles publiques, les remplacements ne pouvaient se faire que dans le cadre du budget prévu pour les remplacements. Et ça venait pas de la loi Debré, mais il y a eu une autre loi de je ne sais plus quel ministre de l'Éducation nationale qui avait étendu la loi Debré. Enfin voilà, c'est juste. Enfin, donc mes questions, c'est le Vatican et la laïcité, et puis le statut des congrégations. Quel est l'intérêt pour un groupe religieux d'avoir le statut de congrégation actuellement? Il y a peut-être un intérêt fiscal, je ne sais pas. Alors, il me semble déjà, sur la troisième remarque, que le député en question, c'était Germer. Oui, oui, c'est ça, c'est la loi Germer, oui, c'est Voilà. ça, tout à C'est fait. Germer, donc c'est lié en fait euh, à, à de nouvelles dispositions qui ont été introduites dans les années 1970. Ça doit être en 1977, c'était sous Giscard d'Estaing en tout cas, que ce député breton, Germer, avait introduit donc des dispositions qui en fait allaient encore un peu plus loin que la loi Debré et facilitaient notamment l'accès à des ressources pour des investissements, etc., pour l'école catholique. Alors la papauté et la laïcité. Euh, alors la papauté c'est vrai, a modifié son enseignement et puis aussi, je dirais, les évêques de France, même tout simplement. Euh, les évêques de France eux-mêmes, déjà, en 1945, ont rédigé une déclaration. C'était exactement une institution qui s'appelait l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France. Donc les principaux évêques de France, ils étaient une vingtaine en gros, les cardinaux et archevêques. En 1945, une déclaration rendue publique dans laquelle ils acceptaient le principe de la laïcité en mettant quand même quelques conditions strictes, hein. C'est-à-dire que tout n'était pas pour eux valable, mais en tous les cas, à partir de 1945, les plus hautes autorités religieuses de la France, plus hautes autorités catholiques de la France, cardinaux et archevêques, dans une déclaration commune, acceptent ce mot. Alors que 20 ans plus tôt, en 1925, ils avaient rédigé une autre déclaration dans laquelle ils parlaient, c'était même dans le titre de la déclaration, des lois dites de laïcité. Donc déjà, quand on met à distance le mot, hein, ça veut dire qu'on a un rapport quand même hostile à la notion, quoi, hein. Et effectivement, tout le contenu de la déclaration de 1925 était hostile. Donc le basculement pour l'épiscopat français, il a lieu en fait après Vichy, c'est-à-dire qu'après l'épisode de Vichy, toute espèce de formule anti-républicaine, réactionnaire, etc., sur le plan politique et religieux, est dépassée, quoi. Hein, donc, à partir de ce moment-là, à partir de 1945, on peut dire que sur le principe, le clergé français et, enfin, en tout cas, l'épiscopat français est d'accord. Euh, D'ailleurs, quand la Constitution de 1946 est votée, il est précisé dedans que la France est un pays laïque, ça fait partie de la définition de la France, et les députés du MRP, les catholiques, votent. Voilà, donc on peut dire qu'en 45-46, pour les Français, en tout cas, c'est fait, pour les catholiques français. S'agissant de la papauté, bah, le Concile Vatican II s'est pas prononcé sur la laïcité en tant que tel, il y a pas on ne parle pas de la laïcité. Mais disons que les textes du Concile, en particulier la déclaration Dignitatis Humanae, euh, renforcent la liberté de conscience, disqualifient davantage encore
toute contrainte en matière de religion. Et donc, la papauté, je dirais, enfin, en tout cas, le concile général euh, peut être interprété comme un assouplissement un peu de la doctrine. Euh, et en tout cas, alors il n'y a pas d'acceptation en fait de la part de la papauté de la laïcité, quoi, hein. Mais en tout cas, les États laïques pour la papauté sont des États depuis le Concile Vatican II avec lesquels des relations tout à fait satisfaisantes sont nouées, hein. Donc, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème. Le deuxième point, les congrégations, là j'avoue que je ne peux pas répondre à votre question, j'ai pas la réponse. Quel est l'intérêt? C'est un point technique précis que j'ignore. Je ne peux pas vous répondre. Désolé. On ne t'entend pas, Bernadette. Est-ce que Julien, juste, vous avez retrouvé la voix? Est-ce que vous voulez poser votre question? Alors là, non, je ne vois plus rien. Bon, oui, ça marche toujours pas? Non. Est-ce que vous pouvez écrire votre question dans le discuter? Vous regardez tout à fait en bas, vous avez discuté, vous écrivez votre question. Bon, qui voudrait poser une question là? Et vous, Moi, je veux bien. alors, ça doit être Mylène, je vous reconnais à la voix. Oui, oui. Vous ne me voyez pas? Attendez, Si, si, mais, je vais éteindre la lumière. Si, non, non, je vous vois très bien, je vous vois très bien. Oui, vous me voyez, bon. Oui, je voulais poser cette question suivante. Je me souviens que dans les années 50, quand j'étais enfant, j'assistais tous les ans au 15 août à la procession dans le village avec tout l'apparat habituel, la statue de la Vierge, la croix, les encensoirs, enfin, vous voyez, tout le décorum habituel. Et puis, petit à petit, ça a disparu. Et maintenant, je crois que ça se fait plus depuis des années. On Ça revient. n'imagine pas de voir une procession, ou peut-être encore les pardons en Bretagne existent encore. Est-ce que c'est encore autorisé? Alors, ça rejoint un peu la remarque de Bernadette sur les prières de rue. En fait, l'Église catholique, elle, c'est pas gênée pour faire des prières de rue, hein. Les Ah oui, processions, mais c'est pas ils nouveau. font plus les processions du 15 août. Hein, ça, il y a belle lurette que c'est fini. Hein. Oui, mais c'est du seul fait des catholiques. C'est-à-dire, c'est pas, la législation n'a pas changé. La législation n'a pas changé et alors les processions aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, mais il y en a quand même, hein. Par Il y en a exemple, qui reviennent, hein, il y en a qui reviennent. Hein. il y en a qui Oui, reviennent. en Par exemple, Bretagne, il y a encore les pardons. Hein, À Bordeaux, à à Bordeaux. à Bordeaux, Bordeaux aussi. à Bordeaux, il y a des processions. Il y en a eu à Saint-Bruno et il y en a. Alors Saint-Bruno, c'est l'église catholique standard, bon, un peu, je dirais, qui penche un peu du côté de la tradition. Mais il y a une paroisse traditionnaliste à Bordeaux, ex-paroisse intégriste, c'est celle de Saint-Éloi, près de la Grosse Cloche. Et les paroissiens de Saint-Éloi, donc catholiques traditionnalistes, processionnent. Oui, Ils mais même processionnent. l'évêque, oui, Moi, même je les ai croisés dans la rue, on les voit processionner. Donc, voilà, ça fait partie des libertés. Mais Oui, mais à part, pardon. pardon, le vendredi saint à Bordeaux, et ça, c'est l'évêque qui même organise ça. Il y a une grande procession qui part du jardin public, passe vers la place de la Bourse, remonte la rue Sainte-Catherine et arrive à la cathédrale. Depuis quelques années, elle est très visible, hein, oui, oui. Je suis d'accord, le chemin de croix se fait toujours, à Paris aussi. Hein. Le chemin de croix se fait par l'évêque. Hein. Oui, mais ça, Mais il y en a un, et il se fait par l'évêque, oui. c'est une question purement interne. Voilà, l'État n'a rien à voir là-dedans, hein. C'est une habitude qui s'est un peu perdue, quoi. Oui, d'accord. Alors, je vois Benoît a écrit un message un peu critique. Alors, je vois maintenant le message de Julien, mais Benoît nous dit cet été pour avoir la pluie en mai. Est-ce que vous pouvez expliquer Ouais, en fait, votre question, alors, en fait, Benoît? il y a eu, c'est pas une question, c'est pour confirmer les processions. Il y a eu plusieurs processions pendant les périodes de sécheresse qui ont précédé l'été, notamment dans le Var, et il y en a eu dans le Bordelais aussi, pour avoir de la pluie. D'accord. Et donc, Ah bon? voilà, c'est quelque chose qui revient, qui Ah, revient. ça, on n'a pas Alors, su. c'est Hein. évidemment,
Eh ben, ça passe pas sur le journal de 20 heures, c'est sûr. Ah, ça Parce non. que c'est pas. Mais effectivement, il y a eu des retours de procession et de prières pour la pluie. Ouais, Ça ouais. dépend, hein. Si c'était des musulmans qui processionnaient, à mon avis, ça passerait sur le journal de Ah 20 oui, heures. Voilà, mais Absolument. là, c'était les catholiques et c'est dans le Var. Oui, oui. Les petites paroisses ont réorganisé des actions voilà, visibles et qui se sont passées dans les rues, mais dont personne n'a parlé. Mais Ah bon, c'était très intéressant. c'était plutôt quelque chose de. Ça a été traité sur un ton un petit peu humoristique, hein, parce qu'on ressortait les vierges des églises pour retourner voilà, dans les pratiques un petit peu traditionnelles. Mhm. C'est pas, voilà, voilà. Alors, j'ai la question maintenant de Julien, donc, qui nous demande, la fin des subventions catholiques à la Libération ne serait-elle pas due à la méfiance qu'ont eu les autorités envers le Vatican, notamment la méfiance envers la politique de Pie XII? Et voilà. Et ensuite, il ajoute alors ça c'est autre chose, mais ce qu'il ajoute correspond à ce dont nous venons de parler. Tous les ans, le diocèse de Bordeaux organise le pèlerinage de Verdelais, qui est le week-end des Rameaux. Donc ça, c'est le pèlerinage. Mais voilà. Mais sinon, la question pour toi, Jean-Pierre, c'est est-ce que la fin des subventions catholiques à la Libération ne serait pas due donc à la méfiance envers le pape, envers Pie XII? Non, je pense pas. Moi, je pense que la vraie explication, c'est que, enfin, la bonne explication, à mon avis, c'est que tout simplement, des subventions à l'école catholique, ça heurte profondément la culture républicaine en 1945. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour des républicains à cette époque-là. C'est-à-dire que ce qu'a fait Vichy, c'est une véritable transgression. Ça ne se fait pas de faire ça. Et d'ailleurs, on le voit finalement une quinzaine d'années plus tard, lorsque la loi Debré est votée. Elle est votée parce que tout simplement la droite gaulliste est majoritaire. Donc elle passe sans aucun problème d'ailleurs, puisque la Chambre, la première Assemblée nationale de la Ve République est très droitière, quoi, hein, et la gauche est réduite à la portion congrue. Mais cette loi est très contestée, c'est-à-dire qu'il y a le serment de Vincennes qui est voté, enfin qui est adopté en 1960. Il y a toutes les organisations laïques de la gauche, syndicales, syndicats des instituteurs, etc., qui sont vent debout contre la loi Debré. C'est-à-dire que le principe qui consiste à donner de l'argent public aux écoles privées est un principe très transgressif par rapport à la culture républicaine, hein. Et cette loi Debré, elle est tout à fait détestée par une petite moitié de la France, celle qui est favorable à l'enseignement laïque. Et d'ailleurs, la gauche, plus tard, avec François Mitterrand et le programme commun de la gauche dans les années 70, veut en fait en finir avec la loi Debré, hein. Et le candidat Mitterrand, dans ses 110 propositions en 1981, porte avec lui, enfin, compte dans ses 110 propositions l'installation ce qu'il appelle un service public laïque unifié de l'éducation nationale. Et finalement, il va devoir renoncer parce que les partisans de l'école privée vont se mobiliser, ils vont faire reculer la gauche qui va capituler et remballer Mais, son projet de service public laïque unifié de l'éducation il nationale. y avait eu une grande manifestation, Oui, très grande hein. On manifestation, a tous immense défilé, là. en Oui. 1984. Hum. Et donc, en fait, en 1945, je pense que les subventions sont supprimées parce que tout simplement, c'est pour les républicains, c'est inacceptable, c'est une transgression. Alors, est-ce que tu pourrais, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Sinon, moi, je t'aurais bien demandé si tu pouvais nous parler un tout petit peu de ce que tu as étudié dans ton livre, l'État, l'argent et les cultes, de 1958, c'est-à-dire de l'arrivée de De Gaulle au pouvoir, à 1987, donc sous Mitterrand, si je me souviens bien. Oui, Est-ce que oui, tu oui. peux nous en dire quelques mots? Évidemment, tout le monde pourra poser des questions encore ensuite, hein. Bah, c'est un travail de recherche, hein, donc c'est un peu comme une thèse, hein, c'est une sorte de deuxième thèse. Donc c'est parti d'un constat, c'est qu'il y avait plusieurs dispositions juridiques favorables aux intérêts de l'Église catholique qui avaient été adoptées dans les années 1960, dans les années 1970, dans les années 1980. J'en donne juste une, par exemple. En 1987, c'est le terme de la période, est adoptée
une loi qui s'appelle la loi sur le mécénat. Et cette loi, à l'époque, c'est la cohabitation, hein, c'est la cohabitation, la première cohabitation. Cette loi permet de déduire de ses impôts les versements faits auprès d'une association cultuelle. Donc, ça veut dire que si on donne au denier du culte, à partir de 1987, on peut demander un reçu fiscal et déduire une partie de son versement du montant de l'impôt sur le revenu qu'on doit acquitter. Voilà. Et il y avait d'autres dispositions de ce genre qui portaient sur, je dirais, par exemple, la diminution de la TVA pour certaines transactions qui concernaient l'Église catholique, un achat de terrain pour construire une église, par exemple. Il y avait aussi des questions touchant à la sécurité sociale. Et il y avait toute une série de mesures beaucoup moins visibles que la loi Debré, mais réelles, qui étaient indiquées, qu'on pouvait connaître, qui existaient, mais on ne savait pas en fait d'où elles sortaient, quoi. On ne savait même pas si elles étaient cohérentes. Et donc, moi, je me suis dit que j'allais ajouter en quelque sorte de l'histoire au droit, parce qu'on connaissait ce droit qui s'appliquait, mais on ne savait pas d'où ça sortait. Donc, je suis allé chercher dans les archives les courriers, les notes qui me permettaient en fait d'établir la généalogie de ces nouvelles dispositions. Et j'ai pu constater en fait qu'un certain nombre d'acteurs catholiques ont sollicité des cabinets ministériels, des parlementaires, des ministres pour obtenir des aménagements du droit. Et donc j'ai montré que pendant cette trentaine d'années, qui était ma période d'études, en fait, les contours de la laïcité avaient bougé dans un sens favorable à l'Église catholique, à ses intérêts matériels, à la suite de demandes formulées par des acteurs catholiques, par exemple l'archevêché de Paris, ou par exemple le Comité national des constructions d'églises, ou d'autres acteurs encore, qui avaient, je dirais, des relations, notamment des hauts fonctionnaires catholiques qui leur servaient de relais dans les cabinets ministériels ou auprès des parlementaires. Voilà, donc c'était une manière de montrer eh bien, que l'Église catholique avait pu bénéficier d'une oreille attentive pendant toutes ces années. On ne t'entend pas. Pardon. Est-ce que tu pourrais nous donner les critères qui permettent à un groupe religieux d'obtenir le statut d'association cultuelle? Là, je ne connais pas très bien. Ça, c'est plutôt un juriste ou Oui, d'accord, d'accord. mais bon, on peut dire que, en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pendant très longtemps, en fait, ce statut était réservé au culte bien, je dirais, reconnu, enfin, Oui. Il disons n'y a bien pas de répertorié. reconnaissance. En gros, ce qu'on voit sur les atlas, quoi. Oui. Et donc, il y avait beaucoup de réticence à l'égard des nouveaux mouvements religieux. Ah ben, Beaucoup de toujours, réticence. toujours. Oui, Oui, mais ça s'est quand même beaucoup assoupli. Hein. Par exemple, les témoins de Jéhovah oui, oui, oui. étaient ciblés, et donc il a fallu qu'ils travaillent l'administration française pour obtenir d'être inclus dans ce qu'on appelle en France un culte, quoi, Oui, parce oui. qu'ils étaient Mais il a considérés comme fallu une... surtout qu'ils aillent au tribunal. Oui, 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 oui. Ça c'est beaucoup réglé, même à la Cour européenne, hein. Oui, oui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de petites mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous tous? Non, tu as tellement été parfait, tu vois que tout paraît clair. C'est Si vrai? si le sujet, si vous voulez poursuivre le sujet, il y a quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'histoire de la laïcité et qui, à mon avis, est le meilleur historien de ces questions. Il s'appelle Jean Bobéro, B-A-U-B-E accent aigu R-O-T. Et c'est aujourd'hui un retraité. Il doit avoir 70 ans par là. Et il a beaucoup travaillé sur le sujet, beaucoup publié. Ses livres sont tout à fait stimulants. Oui, il y a Bobéro, il y avait Poulain, voilà. Mais tu as fait ta thèse avec lequel, toi? Alors, moi, j'ai fait ma thèse avec un spécialiste de l'histoire de la papauté
et du catholicisme français, qui s'appelait, il est décédé maintenant, Philippe le Vilain. Ah oui, Philippe Le Vilain, oui. Ah oui, je l'ai connu, oui, je l'ai vu à Bordeaux plusieurs fois. Alors, il y a Julien qui nous dit, les témoins de Jéhovah sont pourtant considérés comme une secte par la Mivilude. Non, en principe, la Mivilude ne peut pas déclarer les témoins de Jéhovah comme secte, hein. Il faut faire très attention à la Mivilude. Mais ça aussi, ça pourrait être le but d'un entretien complet là-dessus. Mais à partir du moment où ils peuvent avoir des aumôniers en prison, dans les hôpitaux, etc., ils sont plus considérés comme une secte. D'ailleurs, le terme de secte, enfin, je fais plus court dans le master, mais à l'époque, j'en faisais 26 heures là-dessus. C'est un terme difficile à définir. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, écoute, il est 7h30. Si j'entendais, quelqu'un veut Oui. poser une question? Ben oui. Jean-Pierre, allez-y. Non, simplement, je voulais savoir, par rapport aux écoles musulmanes, est-ce que les principes qui existent pour les écoles catholiques fonctionnent pareil? Le système des contrats, les programmes sont les programmes officiels, voilà. Alors oui, oui, les règles sont les mêmes, hein. En fait, les dispositions de l'État s'appliquent aux écoles privées, Hmm. hein. Donc après, alors des écoles musulmanes sous contrat, il y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins une. Il y en a peut-être deux ou trois, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle Averroès, je crois, dans le nord de la France, À Lille, à oui. Lille. Il y a des gros problèmes parce que justement, ils sont menacés d'être mis hors contrat. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc il y a les règles sont les mêmes. Après, je ne sais pas si elles sont investies de la même façon, peut-être pas, mais en tous les cas, les règles sont les mêmes. L'État, finalement, d'ailleurs, c'est les règles pour le culte aussi, hein. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la possibilité de déduire ses impôts, de déduire de ses impôts le versement à une association cultuelle, c'est valable aussi pour les autres, hein, pour Oui, les musulmans, les juifs, les protestants, etc. L'armée du salut, tu peux déduire pour l'armée du salut. Moi, je Et donne à l'armée du salut et je déduis. Oui, oui. ça vaut aussi, d'ailleurs, je précise, pour les groupes catholiques intégristes. Oui, oui. Mhm. Tous. D'accord. Pour les partis politiques aussi, voilà, oui, 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 très bien. Alors, autre personne, si vous voulez poser une question, vous appuyez sur le petit bouton réaction, parce que sinon, je ne peux pas vous voir. Est-ce que quelqu'un veut poser encore une question? Ben, la laïcité en Europe, Ah, vaste débat là. est-ce Bah, que... oui, je peux en dire un petit mot très rapide parce que, Oui, oui. évidemment, sinon on repart pour une heure. Mais en fait, tous les États occidentaux, et même d'ailleurs au-delà de l'Occident, hein, ça ne concerne pas du tout que l'Occident, ont connu une mise à distance de la religion qui structurait en fait la société et l'État. Donc le phénomène, en fait, il est global, hein. La France n'est pas du tout une exception, comme le racontent un certain nombre de personnes très mal Oui. informées. Et en réalité, quand on change de pays, on ne change pas d'environnement politico-religieux. Il y a bien sûr des petites différences à la marge. C'est sûr que la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre maintenant, qui est le chef de l'église anglicane, ça paraît un peu bizarre, mais pour un Français, mais ce sont des différences à la marge en réalité dans les États occidentaux et au-delà de l'Occident. La mise à distance de la religion, elle s'est faite et il n'y a pas de régime exceptionnel en France de ce point de vue-là. Il y a des particularités, il y a des singularités, mais même aux États-Unis, bon, Bernadette connaît beaucoup mieux que moi. Mais la séparation des églises et de l'État, c'est quelque chose de bien plus ancien qu'en France. Oui, mais même en Angleterre, la liberté religieuse est bien plus marquée que chez nous, hein. Il n'y a pas toutes ces histoires de foulards, d'habillement, etc., etc. Nous sommes effectivement une espèce de cas spécial, hein. Alors, moi qui travaille essentiellement avec des anglo-saxons, je dois toujours expliquer pas mal de choses, l'histoire, etc., parce qu'on passe pour des sauvages, des persécuteurs de groupes religieux, etc., hein. Ouais. Alors sur ce point-là, je pense que la véritable explication, elle est un peu en dehors de la religion, hein. C'est que nous, on a un héritage colonial que n'ont pas les anglo-saxons. Ils n'ont pas eu de guerre d'Algérie, eux, hein. Et Oui, donc, oui, oui, oui. c'est de ce côté-là qu'il faut chercher des explications. Ah, ils ont eu quelques petites guerres quand même, mais pas forcément en Algérie, oui. Oui, mais c'est pas la Britannique. même chose. Nous, Ouais, on a perdu une colonie de peuplement. ouais, ouais. Oui, oui. Alors, Oui, ensuite, les Indiens, ils rêvent qu'une chose, c'est d'être anglais. Regardez, nous, les Maghrébins, ils crachent sur la France. Voilà la différence. oui, oui. Non, Bah, ça non, dépend. Vous avez non, tous non. Les les Algériens Maghrébins ne ne crachent crachent pas. pas sur la France, Ouais, hein. ça Non, va non, pas, et en tous fait. les Indiens ne veulent pas être anglais, Mylène. Alors, autre question, autre remarque?
Non. Alors écoute, je vais te remercier vraiment, Jean-Pierre. C'était passionnant et je suis ravie que depuis le temps que je te demandais un entretien, tu aies pu enfin trouver le moment. Et je ne vais pas te lâcher parce qu'on pourra en refaire comme ça, pas tous les mois, rassure-toi, parce que j'ai d'autres sujets qui vont venir. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Puis surtout, ça permet de comprendre ce qui se passe chez nous quand même, hein. Voilà. L'actualité. Eh ben, bravo à Alors, tous les on deux. t'applaudit et je te dis bonne fin d'année. Alors, on ne souhaite plus de bonnes fêtes, hein. Il y a des gens maintenant qui souhaitent un bon solstice d'hiver pour ne pas employer le terme Noël, mais bon. Non, non, joyeux Noël. Voilà. Bon, Allez, au revoir à tout le monde et alors Bonsoir. Merci. Au on se revoir. Bonne retrouve fête à en tous. janvier. Voilà, on se retrouvera Ok. vers la deuxième moitié de janvier. Voilà. Très bien. Merci Merci beaucoup. Jean-Pierre, si tu veux dire un mot, non? bah, joyeux Noël, hein. Voilà. À toi aussi. Merci, merci, merci. Au Bonne revoir. soirée.